Est-ce que tu as envie de cacher une partie de toi la moitié de ta vie ? C'est vraiment ça. Si tu comptes le nombre d'heures au boulot, en interaction, en after-work parfois aussi. Puis moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir ce rôle de la personne mystérieuse, tu sais, vraiment. J'ai rien à cacher, en fait. C'est les personnes homophobes qui doivent se cacher. Il y en a marre. Salut Célia, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur toi ? Salut Rosen. Donc, je m'appelle Célia, j'ai 28 ans. Je suis née en Auvergne, je suis auvergnate et j'habite à Paris depuis 6 ans maintenant. Et je travaille dans l'IT. Voilà. Je suis un éditeur de logiciels et je suis lesbienne. Et je suis lesbienne out au boulot. C'est bien, tu poses le sujet direct. Direct. Tu vas direct, c'est bien, bravo. Et du coup, donc, tu as grandi en Auvergne, dans un petit village, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter très brièvement comment ça se passait pour toi ? Est-ce que c'était dur de s'assumer dans ce milieu-là en particulier ou pas ? Ouais, bah c'est crevant la veine. C'est crevant la veine ? Ouais, crevant la veine, ouais. Ouais, c'est la première fois qu'on parle de crevant la veine dans un podcast. Bonjour à tous les crevantois. RPZ, crevant la veine. C'est un petit village, à 40 minutes de Clermont-Ferrand, il y a 700, 800 habitants. Il n'y a pas beaucoup de diversité. Donc oui, être lesbienne dans ce contexte-là, c'était un peu plus compliqué, tu vois. Genre. Est-ce que tu as su tôt que tu étais lesbienne, toi ? Et est-ce que, du coup, il y avait quand même quelques personnes à qui tu pouvais t'identifier ou vraiment pas du tout ? En fait, j'ai su à 12 ans, donc c'était en 5e, et il y avait une fille, Anaïs, grands yeux verts et tout, et donc là, j'ai su tout de suite, là, je me suis dit, ok, donc il se passe un truc, c'est pas dans la norme, comment on va faire ? Et en fait, il y avait pas personne d'autre dans le collège. On était 600, mais il y avait personne de out. C'était vraiment mal perçu. Et donc, du coup, j'ai dévoré The L Word. L'été de ma 4e à ma 3e, j'ai vraiment fait toute une filmographie possible sur les thèmes LGBT. Comme beaucoup d'entre nous. Donc, voilà. The L Word, série lesbienne. Voilà. De référence vraiment qu'on est beaucoup à avoir vu. Et... C'est ça, c'est un peu le texte fondateur, quoi. C'est ça. Donc à 12 ans, tu savais déjà que tu étais lesbienne, tu t'assumais déjà plus ou moins, ce qui est incroyable quand même. Comment tu te projetais dans la vie professionnelle ? Est-ce que tu t'imaginais pouvoir être une lesbienne out au travail Alors, j'avais la chance d'être une très bonne élève, tu vois. J'étais très scolaire, très bonne élève, je suis fille de prof. Donc, je savais que, voilà, de toute façon, j'allais partir à la ville pour aller travailler, pour aller faire des études. Donc, je savais vraiment pas ce qui m'attendait. C'était pas une inquiétude, le boulot. C'était plutôt comment je vais faire pour trouver d'autres lesbiennes, parce que là, j'étais un peu seule. C'était vraiment ça, le premier sujet adolescent. Mais du coup, t'as pas l'impression que ça t'est restreint dans tes ambitions professionnelles, par exemple tu t'es pas empêché d'avoir certains rêves parce que t'étais lesbienne ? Non, parce que c'était vraiment le sujet premier, c'était vraiment les études. Quelles études tu fais et dans quelle direction tu vas aller quand t'as 16 ans, 18 ans. Enfin, c'est super compliqué, tout le monde est un peu paumé. Les études, en tout cas, m'ont pas paru discriminatoires, tu vois. Je me suis pas dit, je vais pas pouvoir faire telle ou telle carrière ou telle université parce que je suis lesbienne. T'as fait quoi exactement ? Une classe préparatoire aux grandes écoles. Et après cette prépa, je suis rentrée en grande école de commerce et j'ai choisi d'aller à Montpellier Business School. Montpellier, ville LGBT friendly, qui est très connue pour le premier mariage, etc. J'étais là, bon, ok, ça va bien se passer. Pour le contexte, pour les gens peut-être qui se souviennent pas, mais du coup, Montpellier, c'est la ville dont notamment Hélène Mandroux, maire PS, a été maire avant le mariage pour tous et qui avait fait un premier mariage homosexuel symbolique avant que le mariage pour tous soit légalisé. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est une ville assez LGBT-friendly et assez progressiste sur ces questions-là. C'est ça. Et très étudiante et festive aussi. C'est un peu là où j'ai découvert dans les stages, etc., que je voulais travailler sur des sujets commerciaux. Donc, j'avais eu des stages, des premiers stages en tant que commercial. C'est aussi là où j'ai tâté pour la première fois, lors de ces expériences-là, de m'assumer au boulot. Déjà, en tant qu'étudiante, du coup, dans une école de commerce, ça n'a pas dû être hyper facile. Enfin, est-ce que vous étiez beaucoup de femmes, déjà, de femmes lesbiennes ? Comment t'as vécu cette période-là, toi ? Alors, dans ma promo, c'était plutôt très mixte. Franchement, je pense qu'on était 50-50 femmes-hommes. Mais c'est vrai que j'étais la seule lesbienne out sur une promo de 500. 500 ? Ouais, encore. Waouh. Encore. Alors que statistiquement, vous auriez dû être quand même davantage, a priori. Oui. Je pense qu'il y avait 2 potes gays qui étaient out aussi. Et lesbiennes, il n'y avait que moi de out.
Et c'est là où d'ailleurs j'ai rencontré des potes qui m'ont dit que bien plus tard qu'elles étaient lesbiennes, mais qu'elles ne le disaient pas à l'époque en public. Et du coup, dans le cadre de cette école de commerce, t'es allée au Mexique. Ouais. Comment c'était? Est-ce que c'était plus facile pour toi de t'assumer en tant que lesbienne là-bas ou pas du tout? En fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais terrorisée. J'étais là, waouh, comment ça se passe? Avant de partir, c'était pas super documenté. Hein. Du coup, j'arrive là-bas et en fait, je discute avec quelques personnes et là, je me rends compte que c'est super ouvert. J'étais à Guadalajara, la fameuse. Et moi, j'appelais ça Gay Guadalajara. C'était... Ah ouais. Mais les gens, ils se tenaient la main dans la rue, quoi. Plus qu'en France à l'époque. Et t'as eu l'occasion de travailler aussi là-bas? T'as fait quoi exactement? Et est-ce que t'étais out à ce moment-là? Alors, moi, j'ai fait mon M1 là-bas. Et en parallèle, je travaillais pour une start-up montpelliéraise qui cherchait à se développer là-bas. Et après, je suis restée 1 an en CDI. En fait, j'avais un permis de travail mexicain. Et j'étais responsable commerciale dans une boîte de fromage et vin français. J'étais out auprès de mon patron. Je travaillais avec plusieurs nationalités et c'était super ouvert. Vraiment, aucun sujet. Là, ça c'est venu naturellement. Mais c'est parce que j'avais déjà eu plusieurs expériences un peu professionnelles où j'avais tâté le terrain. Là, je sentais que le patron de l'époque, pour lui, c'était un non-sujet. Et donc, c'était safe. Parce que c'était quoi tes premières expériences professionnelles? Du coup, t'as eu plusieurs petits jobs étudiants, pour le coup, qui étaient très différents de cette expérience-là, où t'as bossé en Auvergne, c'est ça? Est-ce que tu peux raconter ce que t'as fait? Mon premier job, c'était un job agricole et en fait, j'étais castreuse de maïs. C'est le jeu de mots. Ça s'appelle vraiment comme ça? C'est castreur, ouais, castreur. En fait, tu arraches la partie mâle sur un plant femelle pour que ça soit un plant mâle à côté qui pollinise la partie femelle. Et donc, on arrachait les fleurs de maïs et on faisait ça pendant tout le mois de juillet. On passait dans les rangs de maïs et on arrachait les fleurs, tu vois. Donc, je castrais les maïs. T'avais quel âge à ce moment-là? Je fais ça entre mes 14 et 18 ans et en fait, c'était ah ouais, ça. Pendant un petit moment quand même. Oui, on faisait ça 3 semaines l'été pour avoir un peu d'argent de poche. Là, j'étais pas out. Hein. T'étais pas Célia, la lesbienne castreuse de maïs? Non. Je faisais mon boulot avec joie, etc. Mais le propriétaire agricole avait l'air moins ouvert globalement à la diversité, je pense, sexuelle. Tu vois. Et puis surtout, j'étais super jeune, donc je voulais surtout pas de problème. Quand tu commences sur tes premières expériences professionnelles, tu veux pas faire de vagues. Là, c'est la première fois que tu travailles. Déjà, il faut signer des contrats. Puis si on me posait des questions intimes, t'as des stratégies en fait pour te protéger. Tu dis il, tu changes les pronoms ou tu vraiment t'effaces tout genre. Vraiment, je suis partie ce week-end. Vous n'en saurez pas plus. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est pas très grave parce que c'est ponctuel. Ouais, mais c'était quand même un job étudiant auquel tu tenais du coup et tu voulais potentiellement pouvoir te garder ça pour l'année d'après. Oui, c'est ça. Et pas te griller. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai travaillé à Simply Market, une filiale du groupe Auchan, où là, par contre, je travaillais tout l'été, pendant 2 ans. Et là, c'était pareil, je choisissais à qui je disais, pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème et que les prochaines, je puisse revenir, effectivement. Mais du coup, comme j'avais pas forcément de signe d'ouverture, tu vois, de la part des directions, et puis tu sais, t'es saisonnier, donc juste, on te donne le boulot, on te donne ça dans les mains et tu fais et puis on va pas trop tergiverser, tu vois. Donc là-dessus, voilà, les stratégies au début quand j'étais plus jeune, voilà, elles étaient un peu d'évitement, changement de pronom, ne pas évoquer trop sa vie personnelle. Mais bon, je suis un peu extravertie, donc c'était un peu compliqué quand même d'avoir un peu ce côté mystérieux, elle raconte pas sa vie. Ça a dû être frustrant pour toi du coup à l'époque. Ouais. Et comment ça s'est passé pour ton premier job, du coup, non alimentaire? T'as fait ton coming out dès le début, ça s'est passé comment? C'était un stage à Montpellier et le patron était super ouvert. Donc là, je sentais que globalement, c'était pas un sujet pour lui. Pas tant qu'il soit militant, mais qu'il s'en foutait, clairement. Et en fait, donc, je l'ai assumé tout de suite. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait une personne qui venait travailler 2 fois par semaine faire de l'administratif dans la boîte. Et elle, waouh! Elle, là, c'était ma première, je pense, discrimination au boulot. Quand elle l'a su, elle m'a dit, de toute façon, ça m'étonne pas, t'as pas l'air féminine. Mais les gens comme vous, waouh. Et là, j'avais 20 ans, 21 ans. Et là, je me suis dit, oh non. La flemme.
Mais c'était un stage, je partais dans 2 mois, donc... Parce que toi, du coup, t'avais dit que t'étais lesbienne lors de l'entretien, ou c'est juste que ça s'était fait Non, je l'ai dit après, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai vu un peu l'ambiance, que j'ai vu que le patron était safe. Je me suis sentie protégée, tu vois, par ça. Et heureusement, tu vois, qu'il était safe, parce que du coup, si elle avait eu ces remarques homophobes sans soutien, là, j'aurais un peu paniqué, tu vois. Je dis, waouh. Parce que là, du coup, est-ce qu'il y a eu des réactions il a recadré. Ok. Et voilà. En lui disant, non, c'est pas ok de dire ça. Et... Voilà, on veut pas savoir ton avis, et puis voilà. Ok. C'est la seule fois où j'ai eu quelque chose de frontal. Et si tu veux, avec la lesbophobie, c'est que c'est un peu double peine. En fait, j'ai plus souffert, je pense, du fait d'être... Plus été discriminée par le fait d'être une femme que par le fait d'être lesbienne, si tu veux. Tu vois, ce qu'elle m'a dit, c'est de toute façon, ça m'étonne pas, t'as pas l'air féminine. Donc, c'est plus l'image de la femme. Est-ce que doit être une femme? Est-ce qu'elle doit renvoyer? Plutôt que mon orientation sexuelle. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est ton orientation sexuelle qui est directement visée à travers ça. Oui, bien sûr. Puisque, justement, le cliché répandu est que les femmes lesbiennes ne sont pas féminines. Et du coup, dès lors qu'elles sont pas féminines, c'est forcément des lesbiennes. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis tu vois, le sexisme, c'est aussi critiquer les tenues vestimentaires, même au boulot, tu vois. Donc, ouais, je pense que quand t'es lesbienne, en fait, t'as les 2 facteurs, tu vois, homosexualité et position de la femme, sexisme qui se rencontrent. J'étais vexée un peu, tu vois, qu'on critique plutôt mon physique ou mon apparence physique, mais ça m'atteignait pas, tu vois, directement. J'étais là, de toute façon, c'est pas quelqu'un que j'estimais, tu vois. Mais pour les personnes à qui ça arrive avec leur manager, dans un poste sur lequel, tu vois, il y a des enjeux économiques, tu vois, forts, là, c'est effectivement le pire scénario. Ouais, ça doit être dur au quotidien, effectivement. Ouais. C'est pour ça que tu mets en place des stratégies, en fait, tu repères. Et moi, je passe beaucoup par le management pour essayer de dire, voilà, c'est eux qui sifflent la fin de la récré, si tu veux. En tout cas, dans l'entreprise privée. Donc, c'est eux qui vont nous protéger, vraiment. Et si ces personnes-là sont safe, alors on est sûr que, tu vois, la honte, c'est elle qui l'avait, parce que c'est elle qu'on a fait taire, tu vois, et pas moi. Moi, j'ai parlé, et en fait, j'avais raison d'exprimer qui je suis, juste. Mais c'est rare comme réaction de ton boss, je pense. Enfin, c'est bien qu'il ait réagi comme ça, quoi. C'est pas le cas dans toutes les boîtes, mais... C'est pas le seul. Donc là, il y avait Montpellier, il y avait mon boss au Mexique, il y a ma direction aujourd'hui dans ma boîte d'IT. J'ai eu de la chance. Bon, après, je suis passée par Air France, mais bon, là, il y a carrément une asso... Ouais, Air France, du coup, c'était juste après. Oui, Air France, c'était juste après le Mexique. Je suis rentrée du Mexique. Ouais. Et donc là, il y a carrément une asso LGBT professionnelle. Enfin, c'était un non-sujet, quoi. Alors, quand je suis arrivée, quand même, donc c'était une équipe très, très féminine. Et toutes essayaient de me caser avec un consultant qui était un peu beau gosse, etc., et qui on s'entendait bien. Et étaient machin. Donc, en fait, elles avaient présupposé que j'étais hétéro. Et j'étais extrêmement gênée de ça, tu vois. J'étais là, waouh. Ça a un peu fait les flashbacks, tu sais, quand t'as tes parents qui te disent, alors, t'as un petit copain. Et j'étais là, bon, c'est mon 2e jour, j'ai peut-être pas leur direct dire, bon, t'attends un peu. Et puis après, j'ai réussi à leur dire assez rapidement quand même que c'était pas mon style. En rigolant, en utilisant le ton de l'humour, tu vois. Et justement, de le dire assez vite. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, plus tu le dis vite, moins c'est un secret ou un sujet. Ou un truc d'annonce. C'est ça qui est dur avec le coming out, c'est que c'est pas forcément écrit sur ta tête, c'est invisible. Et du coup, faire un effet d'annonce, c'est toujours un drama, tu vois. Et ça devient une information de le dire. Alors que si tu fais le plus vite possible dès le début, de manière super fluide, ah bah moi avec ma copine, paf, première discussion au café, il y a personne qui réagit. Et du coup, c'est les personnes qui réagissent qui, du coup, déclarent, si tu veux, une position. Et l'info et le drama, il devient de leur côté. C'est assez plaisant de s'en rendre compte, en fait. Et plus j'ai eu d'expérience professionnelle, plus je me suis dit, waouh, en fait, ces techniques-là, tu vois, d'évitement, de cacher, etc., c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de le dire dès le début. Comme ça, on crève l'abcès tout de suite. Et en fait, c'est super, parce que du coup, je peux parler de ma vie privée comme tout le monde le fait, en fait, à la machine à café. C'est ce que t'as fait lors de l'entretien pour ton job actuel ? Ou t'as directement posé le sujet sur la table? Ouais, j'ai réussi à le placer. J'ai trouvé le moment où c'était pas du tout intrusif de la part de la personne. C'était la 2e ou 3e fois qu'on se voyait en entretien. C'est mon CEO actuel et il me dit bah du coup t'habites à Paris, etc.
pour savoir si j'avais beaucoup de trajets, juste. Et je dis oui, je vais avec ma copine à tel endroit. Ok. Voilà. Bon, c'est exactement le silence qu'on veut avoir, en fait. Juste, ok. Il y a eu un silence? Enfin, t'as senti qu'il y avait une gêne ou non. C'est juste qu'il a pas rebondi, il a pris l'info et... Non, il a dit ok, et puis il a enchaîné sur notre question, quoi. Genre, je notais, quoi. Et j'ai l'impression, enfin, en discutant avec des personnes LGBT plus vieilles, que ça, déjà, c'est un luxe, quoi. Et en fait, c'est possible. Et est-ce que tu penses que tu l'aurais fait de la même manière si t'avais pas eu de copine? Est-ce que tu l'aurais fait tout court? Ah, t'as de bonnes questions. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça, c'était pratique quand même. Ouais. Ça facilite un peu les choses, quoi, peut-être. Tu vois, là, c'était facile de dire, bah ouais, je vis avec ma copine. Si t'avais vécu toute seule, comment tu aurais posé... Est-ce que tu penses que t'aurais réussi à poser le sujet sur la table quand même ou pas? Non, c'est difficile, tu vois. On n'est pas là pour non plus parler de toute sa vie intime en entretien, surtout, tu vois. Je pense que je l'aurais pas fait parce que ça aurait été presque déplacé, tu vois, genre expliquer quelle est sa vie intime et personnelle à ce moment-là. Mais ça serait venu plus tard, forcément. Et tu t'imaginais pas arriver en entretien et dire clairement, bon bah voilà, moi je suis lesbienne. Du coup, est-ce que dans votre boîte, vous avez une politique spécifique en matière d'inclusivité, de diversité, etc. Ça aurait pu se faire comme ça, mais j'arrivais pas quand même, tu vois, à arriver un peu comme ça parce que c'est encore un peu, tu vois, à se déclarer, tu vois. T'en étais pas non plus à ce point-là, quoi. Ouais. Et puis rien que prononcer le mot lesbienne, tu sais, tu vois, pour certaines personnes, c'est encore un peu bizarre, tu vois. Alors que c'est juste le bon mot, tu vois, sur des personnes qui ont un certain âge, qui n'ont pas été trop exposées aux questions LGBT, etc. Bonjour, je suis lesbienne, est-ce que vous avez une charte pour moi? C'est peut-être un peu frontal, tu vois, comme approche. Je leur en demande pas autant, tu vois. J'ai un peu de patience quand même avec eux. Mais en tout cas, moi déjà, j'ai de la chance parce que c'est le cas de ma boîte. Qu'ils aient cette charte DEI, comme on dit, DEI, c'est diversité, égalité, inclusion. Et, elle existe depuis combien de temps, cette charte? Ça fait 1 ou 2 ans qu'elle est mise en place, mais le groupe de ma boîte s'est créé il y a 3-4 ans. Donc ils ont tout mis en place au fur et à mesure. Donc ça est arrivé assez vite quand même. Donc il y a un référent harcèlement et inclusion. Dedans il y a le CEO et il y a 2 salariés qui sont pas managers, qui n'ont pas d'encadrement pour pas avoir d'effet de la hiérarchie. C'est pour aller parler le plus librement possible à quelqu'un dans l'entreprise. La charte globalement elle dit voilà, il n'y a pas de distinction de race, de religion, d'orientation sexuelle, d'âge, d'identité de genre parmi les salariés, que voilà, les propos discriminants n'ont pas lieu ici, quoi, dans ce projet-là. Et donc ça, c'est un vrai soutien. C'est montrer qu'en fait, tu peux parler, tu peux être toi-même, tu peux être out, et que si quelqu'un a à y redire, bah, c'est lui ou elle qui sera mis sur le banc vraiment, et qu'on fera taire. Et est-ce que toi, t'as été consultée, par exemple, pour l'élaboration de cette charte, en tant que salariée lesbienne de la boîte? Est-ce qu'on t'a demandé de son avis? Ouais. Bah en fait, même quand j'ai parlé de cette interview à mon CEO, il m'a dit on a la charte, tu te souviens, la DEI, machin. Il m'a dit d'ailleurs si t'as des propositions d'amélioration, on est à l'écoute. Et c'est juste ce genre de SMS de la part de c'est mon N+2. Tu vois, c'est un vrai soutien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail ce que fait ta boîte et toi ce que tu fais, du coup, quel est ton job dans cette boîte? Alors moi je suis Sales Account Executive, donc c'est un grand mot pour dire que je suis commercial. Donc on est éditeur logiciel pour tous les professionnels sur le terrain et moi je suis spécialisée en logistique et transport, des milieux très masculins. Ok. Donc je travaille avec des personnes hétérosexuelles tout le temps et ça se passe bien. Et c'est vrai que je suis un peu la personne qui va au contact du client. Donc pour moi, c'est important, tu vois, d'être à l'aise avec qui je suis, avec mes collègues, etc. Parce que c'est un métier où il y a pas mal de pression quand même. Parce qu'on est confronté à des problématiques, parce qu'on se retrouve dans des situations de concurrence où il va falloir faire la meilleure présentation, tenir le meilleur discours, le meilleur niveau de discours face à d'autres personnes. Et donc, ouais, c'est une grosse pression. Donc si en plus tu dois cacher ou t'inquiéter pour qui tu es, alors que tu passes on passe tous nos journées entières avec nos collègues. Mais du coup, donc t'es à l'aise avec tes collègues, avec tes boss, etc., et ta hiérarchie, et avec les clients. Ça se passe comment? Je préfère que ça interfère pas
pour le coup, avec les clients, parce que tout part du cadre, le fameux cadre, la safe place. Quand c'est ton cadre professionnel, tu arrives à avoir un peu une vision et un contrôle et de comment ça se passe et sur qui tu peux compter. Sur des relations ponctuelles avec des clients, tu peux pas. Donc là-dessus, c'est l'étape d'après, je pense. Quand vraiment, ça sera plus un sujet pour personne et qu'on aura plus jamais peur. Et est-ce que toi, t'as subi beaucoup de sexisme et de lesbophobie dans ta boîte? Non, zéro. Franchement. Jamais? Jamais. J'ai beaucoup de chance, tu vois, et je suis super épanouie, tu vois, aujourd'hui au boulot. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai plein d'amis dans des cadres similaires qui osent pas encore. Comme moi, peut-être, j'ose pas dire à mes clients, mais qui osent pas, même au quotidien avec leurs collègues. Et toi, tu leur dis, mais pourquoi vous osez pas? Il faut y aller. Ouais, je leur dis, franchement, si le cadre a l'air safe, ton chef, il est safe, tes collègues proches, est-ce que tu peux en parler? Bah alors, vas-y. Sois naturel, juste. Et tu verras que la Terre va pas s'effondrer. Donc c'est pour ça, et je pense qu'il faut agir des deux côtés. Il faut que nous, on accepte de se rendre visible pour juste exister. J'avais vu un sondage IFOP de l'année dernière. C'est 70% des femmes lesbiennes et bi ne sont pas out au boulot. 70%, c'est énorme. Tu vois. C'est énorme. Je veux pas les culpabiliser. S'il y a des raisons, on a tous nos sensibilités. Mais aussi les entreprises, de leur côté, aussi, tu vois, de dire qu'elles ont des chartes de diversité, de dire qu'elles sont LGBT-friendly. Tu vois, sur les pages Welcome to the Jungle, sur les pages LinkedIn. Pour certains, ça a l'air, encore, faut dire, voilà. Quel est l'impact au final? Bah, nous, ça veut dire que on sait qu'on sera en sécurité et qu'on n'aura pas de répercussions négatives avec les personnes avec qui on va travailler pendant 8 heures par jour. Encore une fois, on les voit plus que nos familles, nos amis. C'est des personnes à qui on doit faire confiance au quotidien. Quand on a parlé juste avant, tu me disais que ne pas être out au travail, ça revenait à être au placard la moitié de sa vie. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que tu as envie de cacher une partie de toi la moitié de ta vie? Moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir ce rôle de la personne mystérieuse, tu sais, vraiment, ou un peu renfermée, ou pas sincère. J'ai rien à cacher, en fait. C'est les personnes homophobes qui doivent se cacher. Il y en a marre. Et tu disais juste avant que ton N+2, du coup, tu lui avais parlé de cette interview-là et qui te soutenait dans la démarche et qui t'avait demandé, lui, quelles améliorations il pouvait apporter à la boîte sur les questions LGBT. Est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Non, j'ai relu la charte avec lui et justement, on avait parlé du fait que ce serait intéressant d'avoir... et donc, depuis, ça a été fait, d'avoir plus de référents qui n'aient pas de rôle hiérarchique. Donc, pas que des managers ou des membres du COMEX, parce que, en fait, c'est des personnes qui sont déjà très occupées dans leur emploi du temps, qui parfois peuvent être impressionnantes. Et donc, si toi, je sais pas, t'es stagiaire, alternant ou juste un peu timide et que t'as pas de responsabilité, etc., ça peut être impressionnant d'aller voir le directeur d'une grosse équipe pour aller lui parler. Donc, c'est bien d'avoir aussi des salariés avec des genres différents aussi. Peut-être ça peut aider certaines personnes à plus facilement se confier. Donc ça a été fait depuis que j'en ai parlé. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance. Et c'est pour ça que tu as voulu témoigner aujourd'hui pour montrer du coup que ça peut aussi très bien se passer quand tu es lesbienne dans une boîte. Ouais, c'est ça. C'est de dire... t'as vu, dans mon parcours, il y a eu des moments de doute, des difficultés, parfois des propos frontaux. Mais en fait, j'ai jamais été en danger. J'ai jamais eu de répercussions, en tout cas économiques. Et en fait, plusieurs fois, j'ai été dans des cadres où mes managers garantissaient cette safe place. Et en fait, c'est quand t'arrives à créer ça que t'es gagnant et que tu peux y aller. Ça dédramatise aussi le sujet. Des fois, on est beaucoup exposé à des contenus, à des témoignages et à de la violence qui existe. Mais des fois, les oui queer ne sont pas que dramatiques. Et ça peut bien se passer et ça se passe mieux qu'avant. Parce qu'il y a des générations avant nous qui se sont rendues visibles, qui ont lutté pour avoir des droits. Et aujourd'hui, je pense que c'est à nous aussi de continuer d'être visibles pour justement montrer que on existe et que ça se passe bien. Et y compris au travail, du coup. Et y compris au travail. Et effectivement, on parlait dans les études, dans sa promo, mais aussi au boulot.
on a un peu le cliché des fois, justement Air France, tu vois, Salesforce, Microsoft, il faut que ce soit des grosses boîtes, en plus tu vois un peu IT dans le sens progressiste, Google, etc. pour justement avoir des safe places, tu vois. Et je pense qu'il y a même je pense des personnes LGBT qui orientent leurs études et qui orientent leur carrière professionnelle pour atteindre ces grandes boîtes là et justement être dans des safe places. Je pense qu'il peut y avoir des effets comme ça. Et en fait, même dans des structures à taille humaine, même dans des startups, même dans des PME qui ont l'air plutôt tradis, on peut réussir à créer ces cadres-là. Il faut juste que les deux parties y travaillent et je pense que c'est en train de changer vraiment ces dernières années. Ça a pris une génération, presque, tu vois, par rapport aux années 90-2000 où on a commencé à se poser ces questions-là et aujourd'hui où tu peux être complètement out en entretien. Il n'y a pas besoin d'être chez Microsoft pour ça. Non, il n'y a pas besoin d'être chez Microsoft. On peut travailler dans la boulangerie de son quartier et être out, tu vois. Alors peut-être pas forcément avec tous les clients, tu vois, mais si on peut compter au moins sur nos collègues, tu vois, même pour des small talk, quand on prend le café et dire, voilà, les enfants, ma copine, ou mes prochaines vacances, si on peut rêver de nos prochaines vacances ensemble, tu vois, c'est cool. Et justement... Sinon, tu vis à côté de tes collègues, en fait. Et chacun vit de son côté, et en fait, personne se croise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va travailler que dans des milieux LGBT, et il y aura des boîtes hétéros en face, et en fait, personne va se parler. C'est dommage aussi. Je pense qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Et justement, sur tes collègues, t'es aussi la présidente d'une association d'un chœur LGBT QIA+. Une chorale LGBT QIA+, à Paris. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tes collègues viennent vous voir en concert, par exemple? Ouais, chaque année, ils ont le droit à la petite invitation. Donc, effectivement, je suis présidente de Equivox. C'est le chœur LGBTQIA+, de Paris. Et on est 80 chanteurs. Et chaque année, on fait un grand concert au mois fin juin, début juillet. Et donc, j'invite mes collègues qui viennent me voir. Ils sont à chaque fois 3-4. L'autre jour, j'ai un collègue, il est venu, il a ramené sa fille. Et des membres de sa famille, des cousines, etc. Et certaines étaient queer, tu vois. Et j'étais trop heureuse, tu vois, de me dire, ok, à travers, en fait, mon boulot et mes activités extra et mes hobbies, en fait, j'ai apporté un peu de ce soutien, tu vois, à ce père, cet oncle, tu vois, qui a un membre de sa famille aussi qui est LGBT, tu vois. Et me montrer que on peut être complètement épanoui. Aussi, je pense que quand t'es hétéro ou t'es toujours inquiet pour tes proches LGBT aussi, tu vois, de l'LGBTophobie et tout ça. Donc, montrer au boulot aussi que tout va bien et que c'est pas un sujet, qu'on peut être super épanoui, ça les conforte aussi de se dire, ok, en tant que parents eux-mêmes ou proches de personnes LGBT, de se dire, ok, on peut se détendre. C'est plus aussi grave, tu vois, d'être LGBT, quoi. Ça nous fait une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Célia. Merci, Rosen.